Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord excuser le sénateur Bruno Sido qui a donné pouvoir à Fabien Schlammer. Le président Sido est aujourd'hui au Sénat, puisqu'il est très engagé sur les questions, vous savez, de CGO, et il défend un amendement qui concerne la fiscalité CGO. Donc voilà, c'est important pour le département qu'il soit là-bas au Sénat pour défendre cet amendement, retoqué ces derniers jours à l'Assemblée nationale, qui arrive aujourd'hui au Sénat. Et donc voilà, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Voilà. Mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs, la semaine dernière, notre collègue Francis Arnoux a tiré sa révérence. Il était conseiller départemental depuis 1988 et incarnait l'idée même du médecin humaniste, à la fois soucieux de ses patients et proche d'eux à l'extérieur de son cabinet, à travers son engagement dans la vie publique. Il a présidé pendant presque 20 ans la deuxième commission qui s'occupait d'agriculture, d'aide rurale et d'environnement. Il était notre doyen, il manque déjà à sa famille, il manque aux habitants de son canton, et il manquera à l'institution départementale et à chacun d'entre nous. En sa mémoire, je souhaiterais que nous nous levions et que nous respections une minute de silence. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, j'en profite pour vous annoncer qu'à l'issue de la séance plénière, nous installerons son suppléant, Michel André, ici présent dans l'assistance. Vous êtes nombreux à le connaître, je suis certain que vous lui ferez un bon accueil. Pour ma part, je suis sûr qu'il aura à cœur de représenter au mieux notre département. Aujourd'hui, nous aurons quelques rapports à étudier, mais surtout, nous aurons l'occasion d'examiner la quatrième décision modificative de l'année et bien sûr de débattre des orientations budgétaires, moment fort de la vie de notre collectivité sylvaine. Je vous propose d'esquisser les priorités que je souhaite avec la majorité assigner à notre action. Comme toute collectivité, le département est libre d'agir, mais d'agir avec un certain cadre. Ainsi, il faut avoir à l'esprit deux éléments essentiels. D'abord, celui de la trajectoire financière et le pragmatique. Évidemment, le projet de budget primitif 2018 s'inscrira dans les pas de l'action engagée par mon prédécesseur jusqu'en octobre. Et je dois dire que la saine gestion de ces dernières années, stable et rigoureuse, c'est cette gestion qui permettra notre action et la réalisation des investissements de l'avenir. Deuxièmement, et c'est là que le bas blesse, l'objectif de maîtrise de la dépense publique qui nous est imposé par le gouvernement. Certes, il hérite d'une situation financière, économique et sociale très dégradée après les 5 années de quinquennat Hollande. Pour autant, alors que le président Macron promettait de faire de la politique autrement, dénonçant les vieilles solutions toutes faites et inefficaces du vieux parti traditionnel, que propose-t-il aujourd'hui aux collectivités locales? De continuer à servir de véritables ajustements budgétaires quand l'État n'a pas encore engagé sa propre réforme. De continuer à recevoir les transferts de charges et de compétences non compensées, comme le plan Préfecture Nouvelle Génération, qui est un exemple parfait, 10 communes équipées chez la délivrance des passeports et cartes d'identité, tandis que celle qui accueille un tribunal d'instance gère les dossiers de PAX depuis le 1er novembre, par exemple. Que propose-t-il en réalité? De nous mettre la bride sur le cou par la signature d'un contrat en 2018, par lequel nous nous engageons à limiter la croissance de nos dépenses de fonctionnement. De combien? Soit plus 1,2, soit plus 1,4, d'après les chiffres récemment communiqués. La maîtrise des dépenses publiques, nous le faisons depuis des années déjà, en cherchant des économies et en multipliant les mutualisations. C'est pourquoi vous conviendrez sans doute avec moi
qu'il est pour le moins surprenant de vouloir nous imposer une toise à 1,2 alors que l'État décide des politiques sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Les dépenses sociales, qui à elles seules représentent plus de la moitié de la section de fonctionnement. Surprenant et surtout incohérent, par exemple, en matière de dépenses sociales, nous établissons le constat du nombre de personnes éligibles au RSA, à l'APA, à la PCH, et nous versons ensuite les prestations correspondantes. En revanche, les conditions d'accès, le montant et les augmentations éventuelles sont décidées à Paris, en l'absence de concertation, mot qui existe que dans les discours du Premier ministre, et encore quand il est en province, à Marseille au Congrès des départements de France, à Cahors pour la conférence nationale des territoires. Car tenir quelqu'un pour responsable de la survenance d'un fait imprévisible déséquilibre les termes du contrat de confiance que le Premier ministre dit appeler de ses vœux. Pour ma part, je soulignerai les éléments auprès de Madame le Préfet lors des négociations préalables à la signature de ce contrat. Oui, vous avez bien entendu le terme négociation, car que signifie le mot contrat si ce n'est le libre accord des volontés? Par souci de transparence, je vous rends compte de l'avancée des discussions en séance plénière, de sorte à permettre la bonne information de nos concitoyens. Par souci de transparence également, nous allons diffuser en direct, dès la prochaine session, sur le site de la collectivité, toutes les séances plénières. La transparence. Rendre public des faits objectifs, vérifiables, ce sont des conditions préalables pour que nos concitoyens se forment librement un avis. Sinon, c'est le champ laissé libre à la rumeur, aux médisances, aux manipulations de toutes sortes. Sur le sujet des mineurs non accompagnés, par exemple, je voudrais rétablir quelques vérités en m'appuyant sur des faits véritables et des chiffres actualisés. Combien sont-ils et que coûte cette mission au département? 52 minorités reconnues au 1er décembre 2017 sur un total d'environ 1000 jeunes suivis par la protection de l'enfance en Haute-Marne. Nous allions ainsi l'humanité en assurant cette tradition française de l'accueil à la fermeté à un taux de refus de prise en charge des mineurs non accompagnés des MNA par le département qui atteint 3 mineurs sur 4, 75%. Pour que chacun d'ailleurs prenne sa part de responsabilité, je signerai avec Madame le Préfet en janvier une convention sur le sujet. Face au Front National, qui désinforme et ne recule devant rien, pour susciter la peur, comme en témoigne son site au Marnais, le meilleur antidote reste l'énoncé de la simple vérité. Je parlerai d'un site internet, un mot sur les réseaux sociaux, ou plus précisément votre responsabilité d'élu. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, je n'y suis pas opposé, bien au contraire. Mais on ne peut pas être silencieux pendant toute la journée dans cet hémicycle et se lâcher dès la sortie sur les réseaux. Le débat, il se passe ici, et je serai toujours le garant de cette réelle tenue. Vous êtes les acteurs de la démocratie départementale, pas les commentateurs. De nombreux thèmes abordés ici méritent mieux que quelques caractères sur Twitter. Des sujets comme les mineurs isolés sont trop sérieux pour ne pas être maîtrisés correctement, à moins que vous ayez peur d'assumer ici, devant vos collègues, devant la presse, vos propos, mes chers collègues. Restons donc aux faits. Parmi les 6 rapports qui vous ont été adressés, je voudrais dire quelques mots de présentation sur la DM4, rapport 1.4, page 1.37, et du rapport 1.5, page 1.43, sur le cadre du débat des orientations budgétaires. Concernant la dernière décision modificative, exception faite de la régularisation de recettes encaissées au titre de fonds de péréquation et des droits de mutation au titre onéreux, et de la taxe sur la convention d'assurance, le besoin de financement et d'investissement diminue de 6 millions d'euros. Pour 2 millions d'euros, ce sont des économies sur les appels d'offres et sur les travaux. Pour les 4 millions restants, il s'agit de reports de travaux de voirie et de bâtiments sur le budget 2018. Comme vous l'avez constaté, les masses budgétaires restent stables en fonctionnement. C'est donc 2 dossiers d'investissement que je voudrais mettre en exergue, tant ils reflètent la mission de solidarité sociale et territoriale du Conseil départemental, aux côtés des communes et de leurs groupements. Pour accompagner les restaurants du cœur dans leur engagement d'intérêt public, il vous est proposé de
cofinancer à hauteur de 50% les travaux d'aménagement de l'ancienne école Guizot à Chaumont. La ville est ainsi épaulée et notre accompagnement des personnes en difficulté renforcé. De même à Joinville, au travers d'une subvention complémentaire de 300 000 € au SDIS pour le nouveau centre de secours en cours de construction. En cette période de fête de fin d'année, je suis ravi que notre collectivité reste fidèle à sa double mission de solidarité territoriale et sociale. C'est un message fort de respect adressé aux communes et à tous les citoyens. Ce respect, je veux qu'il soit renforcé dans les relations entre les usagers et l'administration départementale. C'est la raison pour laquelle je propose la création d'un médiateur du département. Cette fonction sera confiée à une personnalité qualifiée qui assurera cette fonction de façon bénévole. Il sera chargé de lever les incompréhensions qui peuvent parfois opposer administration et usagers. Il s'agit d'un droit nouveau pour nos concitoyens. Pour l'année prochaine, après le débat d'aujourd'hui, nous nous retrouverons le 9 février pour examiner le projet de budget primitif. J'ai souhaité nous donner le temps de la réflexion pour tirer les enseignements des différents points de vue qui vont s'exprimer ce matin. Je crois en effet beaucoup à l'intelligence collective d'une équipe et je reconnais volontiers, par les positions, la volonté d'enrichir par-delà nos désaccords. Vous avez tous reçu le document Bilan 2007 et Perspectives 2018 établi par le service communication à partir des contributions de toutes les directions. La seule vocation de cette synthèse consiste à rappeler avec concision quelques faits et chiffres clés de 2017, comme à suggérer quelques pistes de réflexion pour 2018. Autrement dit, c'est un guide de préparation utile à notre débat. Ce matin, je vais me contenter d'esquisser les contours de l'exercice budgétaire 2018. En effet, nous tiendrons en mars 2018, à mi-mandat, un nouveau séminaire qui questionnera la liste des actuelles priorités de notre collectivité. Je souhaite y associer les acteurs du monde économique, social et associatif. Nous sortons d'une période d'incertitude. Même si le gouvernement pourrait utilement dissiper le flou qui entoure le futur pacte de responsabilité que les plus grandes collectivités sont appelées à conclure. Si l'on considère que la hausse de nos dépenses de fonctionnement pourrait varier de 1,2 ou 1,4 par an, nous disposons d'une marge comprise entre 1,9 et 2,2 millions, inflation comprise, sans rien en euros constants, soit rien en euros constants. Pour votre parfaite information, la moyenne de compte administratif à compte administratif entre 2014 et 2016 s'établissait à 1,90% malgré tous nos efforts. Voici les principales hypothèses retenues pour un scénario raisonnable d'ici le terme du mandat. Augmentation de moins d'1% par an des dépenses de personnel. L'idée est d'abord une approche plus incitative pour récompenser la performance et attirer les profils dont nous manquons. La progression des dépenses sociales de 1,3% par an, soit un peu plus d'1 million, si tout va bien. Stabilisation des autres dépenses de fonctionnement. En investissement, nous avons la capacité de mener à bien les grands projets envisagés et la poursuite de nos actions récurrentes. Il y aura d'abord 35 millions d'euros pour Animalis Flora, dès l'attribution positive de la délégation de service public lancée en cette fin d'année. 21 millions d'euros seront consacrés à la gendarmerie de Chaumont, opération qui sera d'ailleurs équilibrée en une dizaine d'années par le versement d'un euro. Plusieurs dizaines de millions d'euros pour terminer le plan collège. Lanoux, Crotoy, Joinville et évidemment Langres. En ce qui concerne ce dernier, je me suis rendu personnellement sur place cette semaine et je suis allé porter une parole claire. Nous allons construire un collège unique en accord avec les projections d'élèves fournies par les services de l'éducation nationale, qui sera un modèle pilote avec une capacité de 600 élèves. Ce collège, il se fera avec la ville de Langres et sa municipalité. Il y a un projet de ville, il faut nous entendre et s'intégrer au mieux dans celui-ci en tenant compte des analyses financières de nos services qui seront bientôt complètes. Pour ma part, et sans dogmatisme, ce ne serait pas anormal qu'il s'implante sur le site de la BSMAT. Chaumont
voit le quartier Foch prendre un jour nouveau, il serait logique que l'ancien quartier militaire de Langres soit sa nouvelle vitrine, où sera également fixé le centre d'incendie et de secours tant attendu, n'est-ce pas, monsieur le président du SDIS? Cela va dans le sens de l'histoire de la ville. En ce qui concerne la fibre, vous le savez, le département a toujours été précurseur dans son développement en créant de véritables autoroutes numériques avec le plan Haute-Marne numérique créé par mon prédécesseur. Nous avons poursuivi cet effort et aujourd'hui chaque commune est desservie par la fibre. Nous allons vivre une nouvelle étape que la région Grand Est pilote en partenariat avec le département. Lors des réunions que nous avons eues ces 15 derniers jours, j'ai proposé une prise en charge de la part du bloc communal par le département et le GIP à hauteur de 80% du restant dû, 100 €, pour ne pas s'arrêter au milieu du gué de notre politique. Mais parce que je connais la situation financière des intercommunalités, je propose que nous soyons le seul interlocuteur de la région sur ce déploiement en finançant la totalité de la part restante entre le département et le GIP. Nous voulons le très haut débit pour nos habitants et nous le voulons très vite. C'est en résumé les propos que j'ai tenus avec Anne-Marie Nedelec ce lundi à Jean Rotner, le président de la région Grand Est, qui s'est engagé à accélérer le déploiement. Enfin, je lance l'idée d'un programme autour des équipements sportifs dans le département, à l'image des plans que nous avons pu concevoir autour des collèges et des casernes. Nous devons adapter notre offre, qui se trouve vieillissante, en profitant de l'effet JO Paris 2014, qui va gonfler la pratique sportive lors des prochaines années. Toutes ces actions viendront nourrir notre campagne de notoriété que je souhaite amplifier, campagne qui sera pilotée par la deuxième commission communication et que je sais déjà très active avec Anne-Marie Nedelec, Anne Leduc et Fabienne Cholam. Pour nos actions plus classiques, nous poursuivrons notre partenariat avec les communes et 7,5 millions € par an d'aide y seront consacrés. Mais nous allons aussi moderniser nos pratiques en toilettant nos règlements et en proposant des formes de contractualisation qui amélioreront la visibilité de notre engagement pour les communes et leurs groupements. Nous mènerons à terme la révision du schéma routier, dit plan Jean-Fournier, dont le principe avait été acté par tous lors de notre séminaire du début de mandat. Ce sont près de 20 millions € par an d'ici 2020 qui permettront de maintenir un réseau de qualité reconnu, même au-delà de notre département. J'invite d'ailleurs les maîtres de la critique facile et des comparaisons aisées à se rendre chez nos voisins pour se rendre compte. Soyons enfin fiers de notre action. Ce sont deux exemples d'investissements qui ne font pas de bruit, qui sont qualifiés de récurrents et considérés comme évidents par tous. Mais c'est aussi l'image de notre département. Nous garantissons par cet effort budgétaire remarquable une véritable solidarité territoriale et je termine en saluant le travail exceptionnel de nos agents qui sont en ce moment particulièrement sollicités dans le cadre de la viabilité hivernale. C'est le sens de mes déplacements ces dernières semaines, pendant lesquelles j'ai souhaité aller à leur rencontre, une forme de proximité que je souhaite d'ailleurs pérenniser. Voilà mes chers collègues, ce premier tour d'horizon introductif qui fait effet d'introduction à notre document d'orientation budgétaire. Je vous laisse maintenant la parole. Merci pour votre attention. Les discussions sont ouvertes. Qui veut prendre la parole?